Cette journée d'études doit bien être comprise comme un des outils dont s'est doté l'UFMIC il y a quelques années maintenant pour assurer des réflexions thématiques sur des sujets qui traversent l'actualité de notre champ fédéral et bien évidemment des médecins, ingénieurs, cadres et techniciens, puisque l'angle d'attaque qu'on essaie d'aborder systématiquement est l'angle d'attaque du spécifique. Alors, sur la thématique d'aujourd'hui, sur la question du harcèlement sexiste, sexuel et du harcèlement moral qu'on a lié, on voit bien qu'il y a bien sûr l'ensemble du salariat qui est touché par ce type de questions, mais qu'il y a aussi des spécificités qui concernent les médecins, ingénieurs, cadres et techniciens, de par leur position professionnelle, un peu entre le marteau et l'enclume, parfois encadrant, donc pris en étau entre une hiérarchie et puis des injonctions sur le terrain qui privilégient malheureusement souvent aboutit malheureusement à une situation parfois d'isolement professionnel qui est propice au développement de ces situations de harcèlement. De même que le niveau de responsabilité, d'autonomie dans des fonctions qui est souvent retrouvé chez les médecins, ingénieurs, cadres et techniciens rend favorable, hélas, des situations de harcèlement qui peuvent se répéter. Donc d'où le choix de cette thématique qui s'inscrit en fait dans un programme annuel, puisque en 2021, on a fait 3 sessions. Donc ici, on est à la 3e session de la journée d'études 2021, dont le thème générique, le thème pour toute l'année, c'est se donner les moyens d'agir en santé et prévention au travail. On a une première session qui s'est déroulée le 19 mai. Pas grave si vous n'avez pas pu y assister. Un jour, on arrivera à vous mettre les vidéos en ligne pour pouvoir retrouver les débats qu'on a eus, extrêmement intéressants, avec 2 médecins du travail qui étaient venus nous rencontrer pour nous montrer vraiment comment la médecine du travail peut être un point d'appui pour l'action syndicale. Notre 2e journée s'est tenue le 16 septembre dernier, a tourné autour des CHSCT et CSE et les évolutions de ces instances et comment on peut continuer ou pas à en faire un outil de rapport de force en santé et prévention au travail. Et cette 3e journée dans l'année, 3e session de la journée d'études 2021 consacrée au harcèlement sexiste et sexuel et harcèlement moral. Sachant qu'on est ici à la jonction entre 2 groupes de travail de l'UFMIC, à la fois les journées d'études et des groupes de travail thématiques qu'on a conduits sur ces questions-là. Et on a choisi de lier les 2 thèmes, harcèlement sexiste et sexuel et harcèlement moral, nous semble caractéristique d'une certaine manière d'aborder des questions syndicales au sein des établissements, parce qu'on a vu augmenter les saisines de syndicats sur ces questions-là, et probablement que l'analyse, on aura à la conduire évidemment au cours de nos débats, montre certainement que le harcèlement est devenu un outil, si ce n'est courant, du moins fréquent, de coercition, et une sorte aussi, on peut en faire l'hypothèse du moins, de prolongement d'un certain nombre de techniques de management qui se répandent dans les établissements. On peut aussi faire l'hypothèse, et on pourra en discuter, que la remise en cause des collectifs de travail diminue aussi la capacité des uns et des autres à réagir collectivement face aux situations qui peuvent être qualifiées de harcèlement. Et donc, on a finalement des salariés, des agents, puisqu'on couvre à la fois le secteur public et privé, qui se trouvent démunis et souvent isolés par rapport à ce type de situation. Si on ajoute à cela, évidemment, des directions qui sont parfois actives, parfois par leur silence contribuent à étouffer un certain nombre d'affaires, on voit finalement arriver dans les locaux syndicaux des demandes qui sont disparates, d'agents qui se trouvent être en mal-être au travail, qui n'identifient pas toujours d'ailleurs des situations de harcèlement comme telles, et on est régulièrement sollicité au niveau du FMIC sur des situations qui sont un peu limites, où on voit apparaître des signes de harcèlement, on a du mal à l'identifier, et où il est très délicat d'intervenir syndicalement. L'idée de la journée d'aujourd'hui et de la parole de nos 4 intervenants que je vais présenter, c'est d'être en mesure d'accueillir mieux peut-être qu'on le fait, ou pour le moins de partager entre nous des expériences d'accueil des salariés qui sont en situation de harcèlement et qu'on peut voir défiler dans les locaux syndicaux. Il me reste à vous remercier d'être si nombreux, en espérant que ça vous convienne. N'hésitez pas à nous dire aussi, après le webinaire, que ce soit positif ou négatif, on est preneurs, puisqu'on est quand même sur un schéma en visioconférence qu'on est en train d'ajuster. Et donc l'idée, c'est de pouvoir répondre mieux à vos attentes et puis de pouvoir nous améliorer au fil des prochains webinaires qu'on organisera. Donc on fait du label comme l'a présenté Thomas.
Préparatrice en pharmacie hospitalière et membre de la CE, de la Commission exécutive fédérale, et je participe au collectif Famille-Cité confédéral. On va vous présenter un document qu'on a travaillé donc au sein de l'UFMICT, au sein du groupe de travail, qui sera ensuite mis en page par la com et qui vous sera ensuite diffusé. Avant de rentrer dans le sujet du document qui va vous être présenté, il est important de rappeler que donc, les violences sexistes et sexuelles sont un facteur d'inégalité, notamment professionnelle, parce qu'elles ont un impact, elles ont un triple, voire plus impact sur la carrière, mais aussi sur l'indépendance économique des femmes notamment, et sur la santé physique et morale. Comme vous le savez tous, après MeToo, qui a permis la libération de la parole, les violences sexistes et sexuelles sont devenues un sujet pris à bras-le-corps, on va dire comme ça, avec entre guillemets, par le gouvernement, mais à des fins pas forcément dans la même optique que les organisations syndicales et que la CGT. Et c'est comment aussi la CGT s'empare du sujet et accompagne et forme les militants qui seraient susceptibles de rencontrer des victimes des femmes. Les violences donc, sexistes et sexuelles participent au processus de domination. Et c'est pour cela que la CGT, nous devons agir pour dénoncer et se former et accompagner les professionnels. Donc, comme vous l'a rappelé Thomas, nous proposons aujourd'hui une intervention à deux fois avec Véronique sur ce sujet. Je commencerai par vous présenter le document dans sa version un petit peu très apprenante et comment on peut aujourd'hui accueillir une femme victime de violence au sein de son local syndical. Véronique reviendra, elle, sur une expérience rencontrée en structure. Et ensuite, on verra dans un second temps la stratégie de l'agresseur, c'est-à-dire comment est-ce qu'un agresseur se positionne, quel est le type d'action, et on le verra, ce n'est pas forcément une personne malade, mais tout à fait responsable de ces actes qui fait subir ces actes de violence. Donc, ouais, ceux qui auront un micro ouvert, hein, ça serait bien l'éteindre. Alors, je peux le faire à votre place, mais il faudrait que j'enlève le partage d'écran. Donc, si vous le faites spontanément, ça sera mieux. c'est bien ouvert. Ouais. Attendez, je l'arrête. Bernadette, allez-y sur le micro ouvert. Non, super. Merci, ça résonne énormément. Ah oui, c'est beaucoup. Peut-être que tu te rapproches, tu changes de On n'a pas des amplifieurs, un amplificateur de son? Non, on n'a pas. Mais plutôt à ma place, je Pas peux ici, mettre à côté de. Tu penses qu'on entend mieux de là? Oui, tu seras en face. Ouais. Donc, vas-y, descends, s'il te plaît. Comme vous verrez, c'est un document de la VFT, donc c'est l'Association européenne contre les violences sexistes et sexuelles au travail, avec qui la CGT a un partenariat pour tout ce qui est formation et également mise à disposition d'écrits. Et donc, ce document rappelle comment est-ce qu'on doit recevoir une femme victime de violences sexistes et sexuelles au sein du local. Et donc, ce qu'il faut faire et ce qu'il faudrait éviter de faire pour justement bloquer la parole de cette personne. Donc, ce qu'il faut éviter de faire lors de l'entretien, dans un premier temps, c'est mettre en doute les propos de cette personne. C'est-à-dire que quand elle vient vous relater, une personne ne viendra pas vous expliciter clairement du premier coup ce qu'elle a subi ou les violences qu'elle a pu rencontrer au sein de la structure. Donc, c'est déjà dans un premier temps ne absolument pas remettre sa parole en question et d'être une oreille attentive à tout ce qu'elle pourrait dire. Ça, c'est un des points fondamentaux pour mettre en place la notion de la confiance avec la victime et également éviter d'exprimer le doute. C'est-à-dire que si cette personne vous dit qu'elle a subi un attouchement sexuel au sein de son service où elle travaille, ne surtout pas mettre en cause un doute. Est-ce qu'elle, voilà, on a tendance peut-être dans un discours de dire oui, mais t'as pas fait ci, t'as pas fait ça. Là, vous bloquez la personne en face de vous et vous pourrez pas avancer justement dans l'accompagnement et avoir cette oreille attentive qu'elle est venue chercher au sein de la structure, de
de la CGT. Ensuite, dans un second temps, c'est la laisser parler, c'est-à-dire, elle va vous dire, souvent, ils arrivent avec beaucoup d'éléments qui peuvent être totalement discontinus, pas du tout chronologiques. Et dans un premier temps, c'est de ne pas lui demander de remettre tout en place, de remettre sur un faisceau d'indices, comme on appelle, mais vraiment qu'elle vide son sac, si je peux dire. Et vous, dans ce cas-là, vous prenez des notes et vous essayez un petit peu de voir comment ça s'est passé. Mais voilà, c'est déjà dans un premier temps ça. Ensuite, dans un second temps, éviter totalement d'avoir un jugement. Hein, c'est comme quand on parle du doute, c'est également éviter d'avoir un jugement sur ce qui a pu se passer. Et ensuite, de juger, c'est-à-dire vous ne devez absolument pas juger, dire si c'est pas bien, si c'est bien. On n'est pas juge dans une organisation syndicale. On accompagne les victimes auprès de la direction et aussi auprès des associations si c'est nécessaire. Mais ce n'est en aucun cas à nous de nommer les actes commis qui auraient pu être commis. Alors, je vois un écrit. Enfin, on les verra après ou... Ouais, d'accord. Donc voilà très, très rapidement ce qu'il ne faut pas faire dans un premier temps pour permettre la mise en confiance de la victime. Ensuite, les points très importants que vous devez faire et que vous devez mettre en place au sein du local, que ce soit alors, au niveau syndical local ou au niveau de l'UD ou au niveau de l'USD en fonction de votre organisation, c'est que si cette personne elle veut être accompagnée, ne pas être seule lors du premier entretien avec vous ou avec des camarades, oui, on n'est pas là, encore une fois, on n'est pas juge et on n'est pas, encore une fois, pour mettre une pression supplémentaire auprès des victimes. Donc oui, on peut les accompagner, elles peuvent être accompagnées. Oui, il faut rappeler notre rôle au sein de la structure, donc de l'hôpital, de l'EHPAD, peu importe, mais qu'est-ce que nous, on pourra faire et ce que nous, on ne pourra pas faire. Il faut aussi, ce qui est très intéressant, c'est d'être à plusieurs lors de l'entretien, c'est-à-dire avoir une double écoute, parce que c'est des moments très lourds qu'on entend, c'est pas forcément très, très joyeux, hein, et donc du coup d'être à plusieurs, d'être à deux personnes, c'est bien d'avoir cette attention-là, deux personnes, on veut dire formées, qui sont capables de pouvoir réagir et de pouvoir accompagner ensuite cette personne qui a été victime. Un point aussi important, c'est de bien nommer, c'est-à-dire que quand la personne va vous dire un petit peu tout son récit, c'est d'essayer d'y aller tout doucement, mais de lui poser la question comment ça s'est passé, dans quelles circonstances, et de l'informer sur les procédures qui est possible de mettre en place. Donc, c'est-à-dire au niveau de la structure, vous allez interpeller la direction, mais aussi tout ce qui est du volet pénal, du côté civil, les associations féministes aussi qui peuvent les accompagner. Donc, c'est vraiment un rôle, j'ai envie de dire, pivot dans l'accompagnement, dans la dénonciation de ces faits et aussi pour l'ensemble des autres professionnels d'accompagner collectivement les questions de harcèlement et de violence sexiste et sexuelle parce que bien souvent, on en sait, il y en a une qui vient taper à votre porte, mais il y en a beaucoup d'autres qui n'osent pas. Et donc, si on arrive à mettre en place un grand plan de prévention au sein de la structure de l'établissement, j'ai envie de dire, c'est un point positif. Et rappelons aussi que les employeurs ont une obligation. Ils ont une obligation de prévention des agents et des salariés. Ils ont une obligation, via le Code du travail, de mettre en place des actions de prévention contre le harcèlement sexuel. Et ils ont une obligation aussi, via l'article 40 du Code pénal, de dénoncer des faits envers leurs propres agents. Donc, il y a vraiment un arsenal juridique à dénoncer et à accompagner et à mettre en place au sein des structures. Et il y a la loi fonction publique, même si j'avais oublié, même si on est contre la loi fonction publique de 2019, il y a un gros volet concernant la lutte contre les violences, notamment les cellules qui dénoncent, voilà, qui sont là d'accueil des victimes de violences sexistes et de toute discrimination à mettre en place, qui bien souvent encore aujourd'hui peinent à être mise en place et comme nous, on souhaiterait qu'elle soit mise en place. Donc, c'est aussi un levier sur lequel la CGT a tout à faire pour justement avancer sur cette thématique.